Mais avant d'incarner la paranoïa, Jason Bourne est avant tout un espion. Mais un espion amnésique, qui a presque tout oublié. Un agent secret surdoué, aux capacités physiques hyper développées, mais un homme touchant, perdu, qui ne sait pas qui il est. Quelle idée incroyable! Un super agent qui devrait être à l'opposé de quelqu'un de normal, d'innocent. Là, ce super agent ne se souvient même pas comment il est devenu agent ou ce qu'il fait là. Pourquoi il est là? C'est une idée géniale. C'est génial pour le lecteur, car il se demande à chaque page, mais quand va-t-il se souvenir? Cela ajoute une sorte de suspense qui est inscrit dans l'intrigue. Vous n'avez pas à réfléchir, juste à continuer de lire. Il dit « Comment je peux revenir chez moi si je ne sais pas qui je suis ?» Et là, soudainement, vous êtes avec lui pour toute la suite. C'est ça qui m'a fait penser que l'amnésie est simplement une astuce. On ne sait pas ce qu'est l'amnésie. On ne connaît personne qui est touché par ça. Mais par contre, tout le monde peut comprendre ce que c'est d'être perdu dans ce monde. Dès les premières pages du roman La mémoire dans la peau, on découvre Jason Bourne laissé pour mort dans une mer sombre et agitée. C'est la seule scène reprise à l'identique dans le film sorti 15 ans plus tard. L'eau est un vecteur de naissance, on le sait, hein, le liquide fœtal. Et le fait que souvent, dans les romans, dans les bandes dessinées, dans les films, le personnage naisse comme ça, jaillisse de l'eau, c'est aussi un acte de naissance très fort. En plus, là, les eaux sont troubles, il fait nuit, et sur le plan symbolique, évidemment, la naissance de Jason Bourne, ou sa renaissance, sans sa mémoire, il y a quelque chose de très sombre, et évidemment, ça augure des péripéties à venir du personnage. Cela m'a marqué. Bourne, quand il flotte dans l'eau, c'est vraiment comme une figure christique. Il flotte les bras en croix. Dans un sens, il renaît. Mais il regarde toujours en arrière. Cette naissance au forceps, symbolique du personnage, s'inscrit dans son nom, car le verbe « naître » en anglais se traduit par « to born ». Entre Bourne et Born, il y a un parallèle que nous, les Français, on ne goûte pas, mais qui, évidemment, était dans la version anglo-saxonne. Évidemment, le personnage possède en son nom propre le ferment de sa renaissance. On retrouve cette idée un peu par hasard dans la BD franco-belge 13, parue 3 ans après La mémoire dans la peau en 1984. Si leurs auteurs ne revendiquent pas cette filiation, l'histoire commence à peu près pareil. Un espion, retrouvé dans l'eau, lui aussi amnésique, et embarqué dans un complot. Ludlum aimait à raconter que son inspiration à lui venait de son expérience au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'histoire est un peu moins légendaire. Il était encore à New York, il se baladait dans la ville, et cela n'a jamais vraiment été très clair, mais il a perdu 2 heures de sa mémoire. Il était 2 heures, et juste après, il était 4 heures. Il était stupéfait. Alors il a appelé Henry Morrison, son agent. Ce dont je me rappelle, c'est que Ludlum aimait boire, et il y a une fois où il a un peu forcé. Et il ne pouvait plus du tout se souvenir ce qui lui était arrivé pendant quelques heures. Il s'est réveillé, se rappelait qui il était, évidemment, mais il avait ce trou noir. Et il s'est demandé, mais ça pourrait être une super idée, un personnage qui perdrait la mémoire.
Une trouvaille parfumée de whisky qui se transforme en un authentique coup de génie scénaristique. Jason Bourne ne se souvient plus de sa famille, de ses origines, ni même de ses amis ou de ses amours. L'amnésie confère au spectateur ou au lecteur une page blanche, au sens littéral du terme. À partir du moment où tout d'un coup vous prenez un personnage, vous lui effacez sa mémoire et vous en faites une sorte de coquille vide, du coup le spectateur peut rentrer très facilement dedans et ensuite suivre l'intrigue avec passion et avec enthousiasme, parce que évidemment il est le personnage et il va de surprise en surprise. Donc c'est une promesse romanesque extraordinaire. Cette amnésie permet aux spectateurs et aux lecteurs d'accompagner Jason Bourne dans la quête de son identité. Donc nous sommes au même niveau d'information que lui, alors que dans la plupart des cas, le héros d'espionnage est un héros qui est déjà omniscient et nous, on arrive derrière et on essaye d'intégrer l'information. Là, on apprend en même temps que Jason Bourne et effectivement, du coup, on est extrêmement proche de lui. Toute cette quête est de trouver qui il est vraiment. Qui je suis dans ce monde? Combien de gens ne se sont jamais dit ça dans leur vie? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? C'est une fascination universelle. Et c'est ça dont parle cette histoire. Le film donne parfois l'impression d'assister à une psychanalyse à suspense, comme dans cette fameuse scène qui navigue entre Freud et Sherlock Holmes. Il y a 6 voitures garées sur le parking. Je peux te filer leur numéro sans les regarder. C'est une gauchère qui est venue nous servir. Et le gars sur le tabouret au comptoir a déjà sifflé 2 verres, pèse 112 kilos et sait se défendre. Comment je peux savoir tout ça? Sans savoir qui je suis. Il y a certains moments dans l'intrigue qui étaient des étapes importantes, des instants qui définissent complètement le personnage. Et l'un de ces moments était cette scène dans le café avec Marie. Il lui dit qu'elle est la seule personne qu'il connaît. J'avais seulement besoin de certaines scènes comme cela et on pouvait construire tout le film autour de ça. Si dans la vie réelle, une perte de mémoire de ce genre est souvent très brève, il n'empêche que l'amnésie à la Bourne est tout de même assez réaliste. Sébastien Dieguez est chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Fribourg. Des amnésies très brèves de ce genre-là, on appelle ça des accidents ischémiques transitoires. Pour faire bref, en gros, vous avez, pour des raisons quelconques, vous avez moins de sang qui va au cerveau, qui induit une perte de mémoire souvent assez spectaculaire, quoi. Ces gens, ils se retrouvent au milieu de leurs amis et ils ne savent pas ce qu'ils font là, quoi. Ils ne savent pas qui sont ces gens. On avait vu une fois à l'hôpital quelqu'un à qui ça arrivait pendant son anniversaire, quoi. Peut-être sous le coup de l'émotion comme ça. Type s'est retrouvé au milieu de ses amis qui lui chantaient joyeux anniversaire. Et d'un seul coup, il ne savait pas ce qu'il faisait là, il ne savait pas qui étaient ces gens. Et il a été pris de panique, quoi. Pour autant, les amnésiques gardent la plupart du temps certains souvenirs. Comme Jason Bourne, qui ne se rappelle pas d'où il vient, mais se souvient de sa langue natale, ou bien des gestes du quotidien, comme simplement ouvrir une porte. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Il y a tout un registre de souvenirs qui est une sorte de dictionnaire mental. Ça, c'est toutes vos connaissances générales, les capitales des pays, les informations géographiques, le nom des animaux, des choses comme ça, qui sont des souvenirs que vous avez automatisés, enregistrés, parce que vous ne vous rappelez plus du moment où vous avez appris que le Tigre a des rayures ou que Paris est la capitale de la France. La plupart des gens ne se rappellent plus où ils ont obtenu cette information, mais ils l'ont. Ça, c'est souvent préservé dans l'amnésie. Le spectateur découvre au fil de la trilogie que Jason Bourne est un super agent qui a subi un entraînement expérimental, une programmation neurologique qui lui confère des dons hors du commun. Des talents déconcertants qui surgissent chez le héros sans prévenir. Comme dans cette scène où il se met subitement à parler allemand. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis.
I don't have any papers. I lost meine Papiere. Ich habe sie verloren. Genug. Stehen Sie jetzt auf. Puis son corps semble agir seul, dans une parfaite maîtrise de Krav Maga, un art martial plutôt expéditif. Il est tellement stupéfait par ses propres capacités qu'on le comprend complètement. C'est tellement choquant pour lui quand il se rend compte de ça. Ça, c'est encore un autre type de mémoire qu'on appelle mémoire procédurale, qui sont tout ce qui est pénible à apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à faire telle ou telle recette, apprendre à conduire, apprendre à faire du vélo. C'est pénible au début, mais vous finissez par l'automatiser et ça devient comme une seconde nature. Des talents d'espion qui révèlent, au fil de la trilogie, un sinistre passé. Avant de perdre la mémoire, Jason Bourne était une machine à tuer, créée par la CIA pour des missions illégales. Mentalement, c'est un problème à chaque fois qu'il est bon pour tuer quelqu'un. Car il nous a dit que c'est en découvrant ce qu'il sait faire qu'il comprendra qui il est. Et quand il tue quelqu'un facilement, c'est un moment « Oh mon Dieu, mais qui je suis ?» Ça, c'est le grand ressort aussi de La mémoire dans la peau. C'était en fait, tout d'un coup, le personnage est beaucoup plus sombre parce qu'en fait, il ignore s'il est un véritable salaud ou s'il est un héros au cœur pur. Et quelque part, ce doute fondateur est passionnant parce qu'en fait, on ne sait pas si on s'attache à un héros ou on s'attache à un méchant. D'une certaine façon, ce héros qui se confronte à son passé inavouable, fuyant régulièrement la civilisation pour se réfugier loin des villes, incarne à lui tout seul un des thèmes favoris du cinéma américain. C'est le thème de la seconde chance et c'est le thème de la rédemption. Tout d'un coup, on offre au personnage de Jason Bourne la capacité d'effacer l'ardoise, une seconde vie. Et donc là, on est lavé de tout péché. C'est aussi un des attraits du personnage, c'est dans sa charte et dans son ADN, le fait qu'il a envie d'une renaissance, et cette renaissance passe par la rédemption, par le fait de, voilà, j'efface l'ardoise, je suis un autre homme, je redémarre à zéro. On peut le prendre, dans le cas de Jason Bourne, comme une métaphore de ce que les jeunes Américains aujourd'hui apprennent sur les horreurs qui ont pu être commises par les parents, par les grands-parents pendant la guerre froide, au nom de la défense du monde libre, et qui disent « mais c'est affreux, on ne doit plus se comporter comme ça ». Donc, d'une certaine manière, c'est une approche neuve, naïve entre guillemets, consistant à dire oh là là, on a fait des horreurs au nom de la défense de la démocratie, de la défense des États-Unis, c'est pas bien, il faut changer ça. L'amnésie de Jason Bourne offre à ses auteurs un magnifique outil scénaristique pour approfondir le personnage au fil de ses aventures. Mais elle a aussi permis à Doug Liman des audaces formelles qui ont profondément changé le cinéma de genre. L'amnésie m'a permis de faire un film intelligent et honnête. Grâce au procédé, il peut être plongé dans un monde qui ne lui est pas familier et en même temps être techniquement très bon. Donc c'est ça qu'apporte l'amnésie. Pouvoir opérer avec un niveau de réalisme qu'on ne voit pas normalement dans un film d'action. Jason Bourne a marqué définitivement la pop culture en renouvelant les codes d'un genre, le film d'action. Avant, les acteurs des films d'action ressemblaient plutôt à cela. Des machines à tuer, tout en muscles. L'archétype d'homme invisible, totalement automatisé. On est dans l'ère Reagan à fond les ballons, on est dans le super-héros, dans l'action man, dans le mec indestructible, et à l'époque, c'est qui les stars? C'est Schwarzenegger, Stallone. À la toute fin des années 90, pour trouver l'incarnation à l'écran de la machine à tuer de la CIA, le choix de Matt Damon est pour le moins surprenant. Le jeune comédien,
qui n'a pas encore 30 ans, est plutôt à l'opposé de l'univers des films d'action. Un casting à contre-emploi. Bien sûr, je voulais casser le cliché des acteurs que l'on voit dans ce genre de film. Tout ce film, Jason Bourne, a été conçu pour se rebeller contre cela. Pour moi, c'était en réaction contre les films d'action que l'on voyait partout, à chaque niveau. Ce n'était pas juste que les scènes d'action étaient différentes, c'était aussi le casting. Ce n'était pas un gars tout en muscles. J'ai casté Matt Damon à partir du film qu'il avait fait avec Gus Van Sant. Vous voyez, il a cette étincelle d'intelligence dans le regard. Et moi, je le voulais pour jouer mon super-héros. Je ne voulais pas d'un acteur très baraqué. On prend un acteur où il y a marqué dessus cinéma d'auteur, pour lui proposer quand même, sur le papier, un pur film d'action. Donc là aussi, je pense que la démarche, elle est clairement anti-film d'action d'avant, anti-Schwarzenegger, anti-Bruce Willis, anti-James Bond, anti-tout ça. Matt Damon, abonné au rôle de gentil, est alors le portrait robot de Monsieur Tout-le-Monde. Le personnage de Matt Damon, dans son physique, et l'Américain moyen dans toute sa splendeur, c'est le voisin sympa, hein, qui absolument n'a rien à cacher. Essayer de faire de Matt Damon quelqu'un qui est bourré de secrets, c'était très marrant, c'était une proposition audacieuse et ça a marché, parce que le personnage acquiert une espèce d'ombre, de trouble. Il représente chacun d'entre nous, parce qu'il peut disparaître dans la foule. Il peut mettre un minimum de prothèses ou de maquillage et paraître différent. Et ça, c'est une aide précieuse. Mais ce Monsieur Tout-le-Monde est doté de quasi-super-pouvoirs. Jason Bourne a des réflexes robotiques. Il est capable de tout faire. Analyser immédiatement une situation complexe, se battre à main nue, ou même sauter du 5e étage sans dommage. C'était l'occasion de prendre une personne normale et de la plonger dans un monde d'espionnage. Même si l'on pense qu'il ne sait pas se servir d'un pistolet, d'une arme ou de ses mains pour se battre. Cela me permettait de l'utiliser un peu comme un poisson hors de l'eau et de décrire un monde d'espions avec réalisme. Cette astuce du gars normal avec des super-pouvoirs a donné le ton pour tout le film. Pour rendre crédibles ses qualités aux limites du surnaturel, les scénaristes ont introduit un programme secret de la CIA, Treadstone. Une unité d'exécution qui fabrique des agents dormants en les surentraînant secrètement pour les transformer en machines à tuer. Le personnage a été programmé à son insu. Voilà. Et ce côté robotique, évidemment, plaît. Parce que nous sommes humains, nous sommes faits de chair et de sang. Et tout d'un coup, retrouver des gestes préétablis, très robotisés. C'est marrant, c'est le croisement de Terminator et Sherlock Holmes. Terminator, vous savez, il y a... Voilà. Et Sherlock Holmes... Là, vous avez une petite tache de peinture, donc voilà, votre voisin a refait la cuisine en rose bonbon, enfin, et hop, 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 hop. Il y avait mélange de profiler et de robot. De tout temps, le robot a toujours plu aux humains. Hein. Je veux dire, j'en veux pour preuve Metropolis de Fritz Lang, cette fascination que nous avons tous pour le robot. Dans Blade Runner de Ridley Scott en 82, les réplicants sont des robots humanoïdes faits de chair et de sang. Et ça, c'est évidemment, quand vous avez la capacité de survivre à tout, c'est formidable, c'est Terminator. Mais contrairement à Terminator et tous les autres hommes robots de la culture populaire, ce n'est pas de la science-fiction. Jason Bourne est ancré dans le réel. Pour le réalisateur, le programme de la CIA se doit d'être réaliste. Cela vient d'histoires vraies et crédibles parce que je sais comment on entraîne certains soldats. Je sais comment on les forme à tuer et que cela requiert une forme de désensibilisation. Oui, un peu comme un lavage de cerveau. Celui qui a succédé à Doug Liman après le premier film, Paul Greengrass, a renforcé le réalisme. Ancien journaliste et documentariste,
il n'hésite pas à puiser dans son passé les codes du journalisme d'investigation. On le sait assez peu, mais Paul Greengrass, dans les années 80, a été le co-auteur d'un livre d'un lanceur d'alerte, d'un ancien du MI6, Peter Wright, Spycatcher. C'est Paul Greengrass qui a écrit ce livre, on n'en parle jamais. Donc, il était déjà, dans les années 80, tout jeune journaliste, il était déjà sur ce créneau-là et sur cet intérêt pour le renseignement et pour les dérives du renseignement. Donc, en fait, il a toujours suivi le même fil toute sa vie, bien que passant du journalisme à la réalisation de cinéma. Cette sensation de réalité est produite par une caméra à l'épaule, en mouvement permanent, qui semble sans cesse en retard sur l'action. Quand les personnages se frappent, on sent les coups. Ça, c'est sa patte. Dans le deuxième, dans le troisième épisode, il intègre une façon de filmer qui est la façon du reportage. La caméra à l'épaule. On est avec le personnage, on le suit. Quand il saute d'un immeuble à l'autre, on a peur pour lui parce qu'on se dit qu'il va se péter la figure. On est là, on est aux aguets, on a peur, et cette image qui tremble, cette image qui bouge, cette image qui n'est pas sûre d'elle, nous angoisse et en même temps nous ramène à ce que c'est que la réalité. En fait, on y croit tout le temps, c'est incroyable ce vérisme. C'est ça sa patte, vraiment, c'est une patte particulière. Dans le premier film, il y a une scène qui incarne bien cela. C'est une simple course-poursuite dans Paris. D'habitude, un exercice classique des films d'action. Mais l'idée de génie de Doug Liman, c'est d'en changer un ingrédient qui fait toute la différence. Choisir une toute petite voiture. Quand les équipes françaises ont reçu le plan de travail pour cette scène, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Je me souviens de la réaction du responsable cascade, la Mini, mais pourquoi la Mini ça va pas être rock'n'roll de faire une Mini. Puis à la finale, quand je discute avec des gens qui ne sont pas forcément dans le métier, et quand je leur dis, j'ai bossé, qu'on me pose la question, j'ai bossé sur Bourne. Ah oui, la poursuite avec la Mini. Il n'y avait aucun effet spéciaux. C'était naturel, c'était du bio. Ce n'est pas un film où la voiture glisse dans un virage et évite juste de tamponner quelque chose. Non, c'est un film où l'on glisse dans le virage et l'on rentre dans quelque chose. Et quand la course est terminée, la voiture est toute cabossée. Ou quand le combat est fini, Matt Damon a plein de contusions. C'est vraiment le ton de toute cette aventure. Type de réalisation, évidemment, on était plus dans nous, en deuxième équipe, dans du rapide, dans du caméra-épaule, dans des plans un peu qui partent un petit peu dans tous les sens, mais documentaire en ayant une logistique en ayant 150 personnes sur le plateau, quoi. Avec ce genre d'action renouvelée et son personnage complexe et réaliste, la saga Bourne s'est même permis d'aller titiller sur son terrain le plus populaire des espions. Le James Bond classique dont on se souvient est un espion anglais tiré à 4 épingles, qui porte un smoking et sirote des martinis, avec de très jolies femmes. Et bien sûr, il roule en Aston Martin. Alors que Jason Bourne, de son côté, est beaucoup plus terre-à-terre. C'est un vrai agent. Il est sur le terrain, il est dans l'ombre. Il ne porte pas de vêtements élégants et ne conduit pas de voiture de luxe. Et il ne séduit pas de jolies femmes. Ironiquement, en 2002, l'année qui a vu naître Jason Bourne au cinéma, sort dans les salles le 20e James Bond au titre évocateur « Meurt un autre jour ».
J'aime beaucoup Pierce. J'aime beaucoup sa manière de porter le smoking. Mais c'est bien ça le problème, il porte le smoking. Et meurt un autre jour. Et en face, l'arrivée de Jason Bourne, effectivement, ça met un coup de vieux à James Bond, mais d'un coup. Et une certaine partie de la presse s'en rend compte tout de suite. Barbara Broccoli, en charge de la production, a décidé qu'elle devait changer James Bond, qu'ils allaient dans une impasse. Et elle l'a spécifiquement précisé. Elle voulait que Bond ressemble plus à Jason Bourne. Elle le voulait plus sombre, plus réaliste. Parce que jusque-là, tous les films Bond étaient un peu fantastiques. C'est à ce moment précis que Pierce Brosnan reçoit un appel de la production de Eon Productions et de Barbara Broccoli qui lui dit écoute Pierce, c'était ton dernier James Bond. Le James Bond suivant, ce sera Casino Royale, où là, on a plus de brutalité, où on change d'acteur, et où quand même, pour une fois, quand quelqu'un se prend un coup, bah, il saigne. Enfin, il a un début d'hématome, des coups vraiment portés, dont on se dit qu'il a mal. Si James a mal, c'est parce que avant, Jason a eu mal. Mais ce n'est pas seulement les thrillers ou les films d'action qui ont subi la fureur de Jason Bourne. Même les films de super-héros s'inspirent des codes de la saga. C'est une icône de la pop culture évidente, à tel point que, par exemple, les frères Russo, quand ils dessinent le concept du film, du deuxième film de Captain America, Le Soldat de l'Hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un Jason Bourne. Tous les codes de Jason Bourne sont respectés à la lettre. On est dans une Amérique en proie à une surveillance incroyable. On a un personnage, le Soldat de l'Hiver, qui n'a évidemment aucune mémoire, qui donc est amnésique, et qui va lutter contre Captain America, qui va découvrir des complots, des conspirations, et en plus ce personnage du Soldat de l'Hiver est un personnage qui est robotisé. Enfin bref, on est vraiment dans une relecture du genre, où finalement le film de super-héros se glisse dans le sillage du film d'espionnage, à la Doug Liman, à la Paul Greengrass, le film d'espionnage à la Jason Bourne. Confronté à son absence de mémoire, sensible, perdu, et en lutte contre sa propre brutalité, Jason Bourne est l'homme moderne, en quête permanente d'une sérénité qui ne vient jamais.